L'objet de cette vidéo, ça va être de comprendre finement les conséquences sur la pièce de l'auto-leveling. Bonjour les amis, re-bienvenue sur la chaîne dans cette vidéo consacrée à l'auto-leveling sur imprimante 3D. Et geekbrain.com m'a envoyé pour faire cette vidéo la Sidewinder X2, Artillery Sidewinder X2. On va voir ce qu'elle a dans le ventre et comme par rapport à la Sidewinder X1, il y a maintenant l'auto-leveling, et ben c'est parfait pour l'application et pour ce que je veux vous montrer. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Renaud, je suis brico-entrepreneur, je fais des vidéos sur l'impression 3D, la conception 3D, la découpe CNC par fil chaud et aussi le brico-entrepreneuriat, mais ça c'est sur ma chaîne secondaire Brico-Entrepreneur. Si ces sujets vous intéressent, prenez le temps de considérer tout le bénéfice que vous auriez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications si vous ne l'avez pas déjà fait, bien entendu. Je vous en remercie par avance. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce vers le haut, commenter pour me dire ce que vous en pensez. Ça m'aidera à développer la chaîne. Souvenez-vous, si j'atteins 30 000 abonnés, j'offre une imprimante 3D à l'un d'entre vous. Voyons voir ce qu'il y a dans ce carton. Assemblage très simple, je vous passe les détails. Il y a quelques vis à mettre à droite à gauche. Alors l'artillerie est en route. L'objet de cette vidéo, ça va être de comprendre finement les conséquences sur la pièce de l'auto-leveling. Parce que c'est une question que je me suis posée à mes débuts dans l'impression 3D. Donc je me suis dit qu'il y en a parmi vous qui pouvaient peut-être un petit peu se demander, mais cet auto-leveling, est-ce que ça n'influence pas finalement la géométrie de la pièce une fois qu'elle a été imprimée? Et donc on va voir qu'en fait, il y a deux instructions, G29 et M420, qui ne produisent pas exactement les mêmes effets. Et on va les comparer en mettant l'auto-leveling dans une situation un peu extrême, mais où il va fonctionner et où on va pouvoir visualiser exactement l'impact qu'il a sur la géométrie finale de la pièce. L'auto-leveling, ça date pas d'hier, puisque dès que les premières RepRap sont apparues, les premières imprimantes 3D, eh bien, on s'est rendu compte de la problématique du leveling, et donc de la première couche et de l'adhérence de la première couche, et que tous les plateaux ne sont pas plans, et que quand on a une tête qui se déplace dans un plan qui l'est à peu près, et que le plateau en dessous ne l'est pas, on peut avoir des problématiques d'adhérence de la première couche. Vous pouvez avoir, alors un plateau il peut être bombé, il peut avoir des trous carrément, il peut y avoir des déformations géométriques dans tous les sens. Très vite on s'est dit, est-ce que, enfin on s'est dit, pas moi, mais voilà, tous les matheux qui font les softs se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement calculer l'équation du plan et puis faire des corrections en Z. Et donc, pour ça, il faut un capteur qui palpe le plan. Au début, c'était tout simple, les capteurs Z, c'était un cerveau qui pivotait et qui amenait un interrupteur, tout simplement un petit interrupteur, et puis après, clac, on venait palper avec l'interrupteur, et ensuite, pour l'enlever, il fallait bien qu'il dépasse de la tête, donc le cerveau l'écarte. Le cerveau venait le mettre en place, et après, clac, ça s'enlevait. Alors évidemment, le problème, c'était la répétabilité, c'est-à-dire que entre le jeu de la rotule, du cerveau, du palonnier, de l'interrupteur, il y avait une succession de jeux. Donc après, il y a eu pas mal d'autres capteurs qui sont sortis, notamment des capteurs de proximité. Alors le problème, c'est que les capteurs de proximité à distance, ils ne marchent pas. D'abord, ils ne marchent pas avec toutes les matières, et puis ils peuvent avoir de la dérive en fonction de la température. Après, il faut des sondes compensées en température, donc ça devient quelque chose, ça devient un peu compliqué. Et puis il y a eu le BL Touch qui a été inventé, je crois, par une femme en Corée, je crois. Alors ça, c'est une petite tige qui a une partie métallique et il y a un électroaimant autour. L'électroaimant, il sert en fait à sortir ou à re-rentrer la tige. Et ensuite, une fois que la tige est sortie, ça active un petit capteur à effet Hall. Et en fait, quand le plateau pousse sur la tige, parce que la tête descend, ça pousse la tige, et quand elle atteint un certain seuil, le capteur à effet Hall le détecte, et clac, après, l'électroaimant retire, dès qu'il y a une détection, l'électroaimant retire la tige. Et du coup, on va ensuite palper le point suivant. L'intérêt étant que vous pouvez palper n'importe quelle matière, et puis que c'est très précis. Alors ça, c'était l'original, le BL Touch original. Et puis, il y a eu ensuite plein de clones qui sont apparus avec des qualités de fabrication variables. Et puis ensuite, les fabricants se sont mis à faire le leur. Par exemple, vous aviez Eriwan qui en a fait un tout petit. Et puis ici, vous avez Artillery qui a sorti le sien. Il est tout noir ici. Alors le principe, c'est quoi? C'est qu'on a ici une procédure qui s'appelle auto-level. Je vais vous la faire. Ça va le faire pendant que je vous parle.
Donc on va dans Tools, on va dans More, et vous avez ici Auto Level. Hop. Donc on lance l'Auto Level. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il fait d'abord son 0, et ensuite il va aller palper le plateau. Et il va palper en 16 points, je crois, celui-là. Donc d'abord il palpe le milieu, vous avez vu. Alors évidemment, il faut que le plateau soit relativement propre. Il ne faut pas qu'il y ait de petites traces. Et alors il a fait un 0 en Z, un 0Z pour au milieu. Et maintenant il va faire 16 points, ce qui prend un certain temps. Donc le firmware, à chaque fois que le capteur se déclenche, lui il sait de combien il est descendu, et donc il sait à quelle hauteur il est. Et donc ça fait une grille de 16-16 qui lui permet de calculer les équations des différents plans, des différents carrés déterminés par les points de palpage. Ces valeurs-là, cette géométrie du plateau, on va la sauvegarder dans l'EPROM de la machine. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a EPROM Save. Donc, je vais attendre que ça se termine. Donc, j'appuie ici sur EPROM Save. Toc, voilà. Alors, il n'y a pas de bip, il n'y a rien. Ça clignote juste un petit peu. C'est bon, c'est en mémoire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on règle l'auto-leveling, qu'est-ce qu'on règle? Au début, comment ça fonctionne? Vous suivez la notice de l'imprimante. On vous demande de faire en fait un leveling traditionnel. C'est-à-dire que vous allez essayer de mettre le plateau le plus parallèle possible au plan de déplacement de la tête, et ensuite vous allez le rapprocher de telle sorte qu'il y ait juste une feuille de papier qui frotte légèrement entre la buse et le plateau. Donc ça, c'est une première chose. Ça, en fait, ça sert à minimiser les corrections apportées par l'auto-level. On pourrait très bien le faire un peu à l'arrache, ça marcherait aussi. Par contre, vous avez quand même la problématique du réglage de la hauteur. C'est-à-dire que la sonde, elle a un point de déclenchement qui est tout le temps le même. Et la tête, la buse, la sortie de buse, elle a une hauteur. Et entre ces deux, vous avez un offset. Vous avez un décalage, puisque ce n'est pas exactement la même hauteur, et ce décalage, il est dans le firmware. Et donc, quand vous réglez votre auto-level, en fait, dans le menu de l'auto-level, vous avez Z plus 0,025 ou Z moins 0,025, donc des quarts de dixième de millimètre. Vous pouvez justement, c'est sur cet intervalle-là que vous allez jouer, sur ce décalage entre la buse et le point de déclenchement du BL Touch, du pseudo BL Touch. Du coup, vous le modifiez jusqu'à ce que ça soit parfaitement réglé au niveau de votre première couche. Et donc vous faites votre première couche, vous voyez que c'est trop écrasé, vous arrêtez l'impression, votre impression de test, vous remontez légèrement la valeur de 1 ou 2 crans, hop, vous relancez, et ainsi de suite. Alors la question qu'on peut se poser, c'est si l'auto-level répercute les déformations géométriques du plateau sur le déplacement de la tête, est-ce que ces déformations géométriques ne vont pas se transmettre à la pièce? Et si elles se transmettent à la pièce, est-ce qu'on a un paramètre, est-ce qu'on a des moyens d'action pour atténuer ce phénomène? Pour mettre en évidence ces problématiques, j'ai fait deux choses. La première, c'est que j'ai totalement déréglé le plateau. C'est-à-dire que ici, j'ai un côté du plateau qui est à 56 mm à peu près de la base, et ici, j'ai un côté du plateau qui est à 52 mm, il y a 4 à 5 mm d'écart entre les deux. Je n'ai pas pu faire plus parce qu'après le firmware refuse de faire l'auto-level. Donc sur les 30 cm du plateau, on a à peu près 4 mm d'écart, ce qui est énorme puisqu'avec un leveling correct, normalement on est à 1 ou 2 dixièmes maxi entre les différents points du plateau. Donc là on est à plus de 10 fois plus, on est à plus de 2 mm, on est à plus de 3 mm. Donc ça c'est la première chose que j'ai faite pour mettre en évidence les corrections, pour qu'on voie les tiges trapézoïdales qui tournent à l'arrière de l'imprimante. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai designé une pièce spéciale qui va prendre toute la largeur du plateau, et j'ai mis des stries tous les 1 mm pour qu'on voie exactement l'espacement des couches et éventuellement l'évolution, comment ça fonctionne, est-ce que ça reste droit, pas droit, etc. Pour designer ça, c'était l'histoire de 5 minutes sur SketchUp, vous savez que c'est mon logiciel favori, et d'ailleurs si ça vous intéresse d'apprendre à vous en servir, il y a une formation gratuite, je vous ai mis un lien dans la description sous la vidéo. Ma pièce est fait 28 de long, moi j'ai fait 62 je crois de haut, mais de toute façon on va probablement l'arrêter avant qu'elle arrive en haut. Et puis là, pour l'instant, c'est une impression avec juste un G29. C'est-à-dire, dans mon Star J-Code, j'ai juste mis le G29 et je laisse le firmware gérer le reste. L'auto-level commence par un Z0 au milieu du plateau. Donc le capteur de Z, c'est la sonde d'auto-level. Et ensuite, ça continue par le palpage en 25 points sur l'artillerie. Ok, donc là, l'impression a commencé.
Et on peut constater que à gauche ici, on est pas mal écrasé malgré l'auto-leveling, alors qu'à droite, on est carrément un peu limite en adhérence. Bon, je pense que ça va tenir quand même, mais on voit qu'il y a une petite différence. Hein, et on va voir que ça s'explique. Donc là, j'imprime en mode surfacique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait vraiment juste le tour, une couche tout le tour. Et là, on va aller derrière voir les tiges trapézoïdales. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir la compensation sur la course. Hein. On voit ici le coupleur qui tourne sur la course, hein, la largeur du plateau. Donc là, mon objectif est à peu près parallèle au portique et ça commence à bien se voir que le côté droit est plus haut que le côté gauche. Et d'ailleurs, on va aller voir derrière les tiges trapézoïdales, voir si ça compense toujours autant. Donc là, on voit que sur la largeur, on a encore une compensation. Hein. Mais avant, la compensation, c'était quasiment un quart de tour, voire plus. Et là, maintenant, on compense déjà beaucoup moins sur une traversée de plateau. Là, on est plus à un huitième de tour. Donc là, on n'a quasiment plus de compensation hein, sur une traversée. Je vais faire une marque sur le tour de la pièce pour mesurer à quelle hauteur ça s'arrête. Donc là, vous voyez qu'il y a eu compensation du phénomène, c'est-à-dire que vers la gauche, jusqu'au trait bleu, hein, il y a eu écrasement des couches avec gestion de l'extrusion, hein, et vers la droite, il y a eu écartement des couches. Et maintenant, on en est à un stade où en fait la tête se déplace horizontalement. Donc là, vous voyez le coupleur, et il fait juste en fait les petits hops pour passer d'une couche à l'autre, mais il ne fait plus du tout de correction sur le trajet de la buse. Donc maintenant les couches sont parallèles hein, au plan XY de déplacement du plateau. Donc ici c'est le petit côté, de ce côté-là on est à 18 et le grand côté, de ce côté-là on est à 21 et là on voit bien la variation de l'espacement des couches. Hein. Ici on a la base, hein, le plateau était à gauche. Là, on a des couches qui s'espacent et qui se resserrent, et au bout d'un moment, on est à 1 mm, hein, alors que là, on n'est clairement pas... Enfin, normalement, il y a 2 mm, 2 mm, 2 mm. On les a pas, hein, on est à plus. Alors, vous voyez que la déformation du plateau, elle a été absorbée progressivement hein, au fur et à mesure que les couches montaient. Alors ça, en fait, c'est un paramètre de l'auto-level hein, qui peut être réglé dans le firmware. Et il se trouve que quand vous recevez la Sidewinder X2, elle a déjà ce paramètre réglé dans le firmware. Je crois que par défaut, il doit être à 10. Là, vous n'avez pas 10, hein, vous devez avoir plutôt 20, mais je crois que c'est parce que, à force que je joue un petit peu avec l'imprimante, j'ai dû en mettre un autre dans la mémoire. Mais c'est pas grave, parce que ce paramètre, vous y avez accès via la commande M420. La commande M420, elle sert normalement à rappeler le maillage qui est en mémoire. Quand vous faites un G29, vous créez un maillage en palpant. Ce maillage, il est dans la mémoire vive de la machine, c'est-à-dire la mémoire qui est alimentée par l'alimentation électrique 220 volts. Si vous coupez l'alimentation électrique, le maillage est perdu. Donc, ce n'est pas gênant si vous refaites un G29 à chaque fois. Mais c'est quand même intéressant de le sauvegarder en mémoire. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir envie, si vous êtes pressé, de ne pas faire le palpage et de rappeler le dernier palpage. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous faites un G29, derrière, dans votre G-code, vous rajoutez tout de suite un M500. M500, c'est quoi? Ça revient à appuyer sur le bouton « Sauver en EEPROM ». L'EEPROM, c'est la mémoire de la machine qui n'a pas besoin d'une alimentation électrique pour être conservée. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites un G29, si vous mettez un M500 derrière, vous sauvegardez le leveling du plateau dans la mémoire permanente de l'imprimante. Et donc, vous avez toujours dans la mémoire permanente le dernier leveling qui a été fait, donc celui qui est le plus à jour théoriquement. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand vous êtes en situation de production et puis que votre imprimante, vous la maîtrisez bien, vous savez que le plateau ne se dérègle pas, etc., vous pouvez gagner les 2 minutes que prennent le leveling en ne le faisant pas et en rechargeant le leveling qui est en mémoire.
Ça, c'est la commande M420S1 qui va le faire. M420S1, ça fait quoi? Ça fait, je regarde s'il y a un maillage valide dans la mémoire. S'il y en a un, S1, je l'active et ça revient à faire un G29. Mais cette commande M420, on peut lui mettre aussi un paramètre Z. Et ce paramètre Z, ce sera votre fade high, c'est-à-dire ça sera la hauteur sur laquelle vous allez absorber les déformations du plateau. Et en mettant Z0, vous désactivez la correction. C'est-à-dire qu'ici, dans notre cas, on aurait obtenu un parallélogramme, alors que là, on a ce qu'on appelle un trapèze rectangle. Donc par défaut, dans le firmware, normalement, le Z il vaut 10, mais vous pouvez choisir de le mettre plus petit. Parce que souvent, les plateaux, ils n'ont pas des grosses déformations. Donc vous pouvez vous dire, ok, je les rattrape sur 3 mm par exemple. D'ailleurs, j'ai lu à droite à gauche qu'il faut éviter d'avoir des Z trop faibles, il faut éviter d'avoir 1-2 mm parce que ça peut créer des problèmes sur vos premières couches s'il y a des corrections trop fortes sur les couches. Donc il vaut mieux mettre, je sais pas, 3-4 mm et puis vos 0,2 mm de correction du plateau, ils vont être corrigés sur vos 3-4 mm. Donc comment on fait pour outrepasser les 10 mm qui sont en mémoire dans la machine? Si vous voulez en plus faire un palpage avant, donc vous faites un G29, alors faire attention que le G29 soit en dessous du G28, s'il y a un G28 dans votre G-code, et il y en a probablement un dans votre SAR G-code, le G29 doit être après, vous faites votre G29, ensuite vous faites votre M500, comme ça le maillage que vous venez de faire, il est en mémoire, et si un jour vous ne voulez pas le faire et juste utiliser M420, il est disponible, ce sera le dernier, et ensuite vous faites M420, S1, Z, et la valeur que vous voulez. Si vous avez une petite pièce, par exemple un Z3, ça peut être intéressant plutôt qu'un Z10, puisque vous n'avez pas forcément envie que ça soit corrigé sur toute la hauteur de la pièce. Sur 3 mm, ça suffit pour corriger 0,1, 0,2. Donc voilà pour ces considérations sur l'auto-leveling. J'espère que ça a un peu clarifié les choses si elles avaient besoin de l'être pour vous. Concernant l'artillerie Sidewinder X2, qu'est-ce que je peux dire sur cette machine? La première chose que je peux dire, c'est que bon, elle imprime bien, elle imprime correctement. C'est une bonne imprimante, la X1 aussi, on arrive à obtenir des bons prints. Modulo les problématiques de qualité, de variation de la qualité qu'il y a pu avoir sur la X1, sur la X2 je ne sais pas où ça en est, je vous invite à regarder aussi d'autres reviews. Moi ce que j'apprécie moi, je vais vous le dire, ce que j'apprécie c'est le plateau en 220 volts, parce que le plateau en 220 volts ça chauffe super vite, et en plus l'imprimante est moins bruyante, puisqu'il n'y a pas besoin d'une alimentation super ventilée pour le plateau. Alors par contre au niveau de ce plateau, ça c'est un truc que moi je n'aime pas du tout, c'est un plateau fixe, c'est-à-dire qu'il n'est pas amovible, et ça c'est quelque chose qui me pose vraiment problème, parce que je trouve que lorsqu'on veut détacher des grosses impressions, qui collent fort, surtout que celui-là il colle bien, on est obligé de rayer le plateau, on est obligé de rayer les pièces, voilà, c'est pas terrible. Du coup, sur ce genre de plateau, quand ça colle trop fort, j'ai développé la technique du marteau. Donc je vous montre ça tout de suite. Pour décoller une grande pièce comme ça, c'est le marteau avec une spatule bien affûtée. Alors attention, il ne faut pas le faire n'importe comment. Ce qui se passe, c'est qu'il ne faut surtout pas le faire latéralement. Faut le faire en fait dans l'axe du guidage. Pourquoi? Parce qu'on va se servir de l'inertie du plateau et du frottement des guidages pour retenir. Et du coup, on peut se permettre d'utiliser la spatule parce qu'on ne va pas détériorer les guidages. Donc l'astuce, c'est de passer par derrière et de taper vers l'avant. Donc on glisse la spatule et hop, ça se détache. Donc l'autre truc intéressant, c'est la largeur des profilés, c'est-à-dire qu'ici on a un profilé de 60, là on a un profilé de 60. Donc c'est sûr que si vous prenez certaines machines qui ont un profilé de 20 ici, vous voyez bien qu'au niveau des jeux, c'est très intéressant. Mais par contre, au niveau des jeux, justement, le problème, c'est que moi, la machine, elle est arrivée beaucoup trop serrée. Au niveau des jeux, c'est pas réglé. Ça, c'est un peu récurrent chez les fabricants d'imprimantes 3D. C'est-à-dire que la bonne façon de faire, c'est de livrer la machine avec tout qui est desserré. Au niveau des guidages, les fabricants, si vous écoutez, livrez avec tout desserré et mettez une bonne petite notice pour expliquer aux gens comment régler les jeux. Parce que ça ne supporte pas le transport, les jeux trop serrés. Et puis là, en plus, c'est totalement hyperstatique. Si vous regardez un petit peu le Z, vous avez non seulement deux entraînements,
Bon, pourquoi pas, hein, c'est bien d'avoir le double entraînement parce qu'on a un plateau qui est très large, donc ça évite que la tête ne fléchisse. Mais en plus, il est relié en haut, hein, vous voyez, c'est relié par une courroie. Donc ça, c'est totalement hyperstatique. Et du coup, ça veut dire que dès qu'il y a un truc qui coince quelque part, ben, ça force sur les moteurs, vous allez perdre des pas et ça va se voir au niveau, ça va faire des stries sur vos couches parce qu'en fait, les couches, elles seront tassées. Donc ça, c'est pas terrible, quoi. Et ça, c'est parce que ici, c'est super serré. Alors, j'avais vu une notice où il disait qu'il fallait desserrer les 6 vis qui sont là. Hein, je vous montre rapidement un petit extrait comment on fait. Clac, clac, clac. On les décolle. On les décolle. Alors, il faut une bonne clé. Il faut desserrer les 6 vis. Ensuite, il faut relâcher les excentriques, les régler. Et là, on n'a pas vraiment la main. Alors, il y a des petites vis ici, mais ce n'est pas clair de comment il faut faire. Et c'est quelque chose que je trouve dommage parce que c'est une imprimante c'est une belle imprimante. Mais si un débutant, il la reçoit, il la met en route et puis en avant parce qu'il se dit « ouais, ok, d'accord, je suis les instructions de la notice », et ben, il risque d'avoir des déconvenus. Ce qui est dommage parce que c'est une imprimante qui a un gros potentiel. Après, elle est en direct drive, donc ça, très intéressant parce que ça permet d'être plus polyvalent au niveau des filaments. Par contre, ici, on a quand même beaucoup de pièces en plastique dans l'extrudeur. Au niveau durée de vie, j'ai eu des commentaires comme quoi c'était pas forcément terrible. Et puis bon, les câbles en nappe, maintenant ça se fait de plus en plus. Je pense que maintenant, au début j'étais un peu sceptique, mais je pense qu'au niveau de la durée de vie, voilà, il y a du retour d'expérience et que c'est valable. Donc voilà, modulo les petites réserves, hein, les petits réglages qu'il faut faire, et puis le fait que ça vraiment j'aime pas, le plateau soit pas amovible, eh bien c'est une machine qui a l'air de tenir la route, hein. Je vais l'expérimenter plus en détail, mais de toute façon je vous invite à voir aussi d'autres reviews pour vous faire une idée plus précise sur la bête. Si vous avez déjà une Sidewinder X2 et que vous avez des petits tips, hein, des petits trucs à partager avec les éventuels futurs acquéreurs, eh bien dites-le moi dans les commentaires, hein, et je suis sûr que ceux qui sont intéressés par l'achat iront les lire. Et donc, ça les aidera dans leur choix, dans leurs décisions et éventuellement dans les améliorations qu'ils pourront y apporter. Ensuite, si cette vidéo vous a plu, eh bien, likez-la s'il vous plaît et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines. Hein, ça me permettra de faire progresser la chaîne dans l'algorithme de YouTube. Souvenez-vous, à 30 000 abonnés, j'offre une imprimante 3D à l'un d'entre vous. Et si vous aussi, vous voulez concevoir vos pièces pour l'impression 3D, eh bien, n'oubliez pas que j'ai une formation gratuite à ce sujet. Hein. Le lien est dans la description sous la vidéo. Donc, inscrivez-vous et vous recevrez directement votre lien d'accès. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. À bientôt. Salut.